Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Il est 13h30 pile, donc on va juste attendre une ou deux petites minutes que tout le monde se connecte. En attendant que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien dans un premier temps? Et ensuite, je veux bien que vous vous présentiez rapidement, que super, j'ai les premières réponses, parfait. Si vous pouviez juste me dire rapidement quel est votre poste ou une petite ligne de présentation, pour quel type de boîte vous travaillez, etc. Comme ça, je ne me sens pas seule face à ce webinaire. J'attends une toute petite minute que tout le monde se connecte, comme il est 13h30 pile, pour pouvoir démarrer avec tout le monde. Merci pour vos confirmations sur le chat. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, super pour le son. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on attend une toute petite minute pour le démarrage pour que tout le monde puisse commencer en même temps. Vous sentez-vous libre d'utiliser le chat, soit pour me dire si vous m'entendez bien ou pas, a priori le son est bon, et également pour vous présenter rapidement, c'est toujours un plaisir de savoir qui on a en face. Top, parfait. Il est 13h32, on va commencer. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Super pour le son. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce contexte qui est un petit peu particulier. Donc, la présentation, enfin, le webinaire d'aujourd'hui va durer à peu près 45 minutes. Il y aura une partie présentation que je vais vous détailler juste après. Et à la fin, on va faire venir un intervenant qui travaille pour My Jolie Candle, qui s'appelle Martin et qui va du coup vous parler concrètement de comment eux travaillent avec Amazon, ce qu'ils font chez Amazon et comment nous, chez DNG, on les accompagne sur ce sujet-là. Donc du coup, pour le sommaire du jour, première partie, je vais vous présenter très rapidement Digital Native Group, qui est le cabinet pour lequel je travaille et qui présente ce webinaire aujourd'hui pour que vous sachiez, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui vous avez en face. Ensuite, on parlera du contexte actuel, bien évidemment, qui a un fort impact sur les canaux de distribution pour à peu près toutes les sociétés et qui soulève beaucoup de questions, les enjeux qui sont liés. En troisième partie, on fera un point sur le paysage des marketplaces en France, voir quels sont les acteurs, quels sont les trafics, les spécificités, pardon, les valeurs, etc. Ensuite, on fera un focus sur Amazon. Je vous expliquerai pourquoi on a pris le parti pris de faire ce focus sur Amazon. Vous aurez la réponse enfin, un indice en tout cas dans la partie 3 notamment. Et enfin, à la toute fin, c'est ce dont je vous parlais. On parlera de My Jolie Candle avec la personne qui est responsable du développement de la marque chez eux qui s'appelle Martin et qui viendra nous parler des raisons pour lesquelles ils ont décidé de vendre en marketplace et plus spécifiquement sur Amazon, les challenges qu'ils ont rencontrés, la stratégie qu'ils ont adoptée, etc., etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées, à la fin du webinaire, vous allez recevoir la présentation par mail ainsi que donc la présentation slide par mail ainsi que la présentation du webinaire qui est enregistrée en direct. Vous aurez également mes coordonnées dans la présentation, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et de même, à la fin du webinaire, on garde un temps pour les questions. Donc de la même manière que vous m'avez confirmé ou vous vous êtes présenté sur le chat, merci beaucoup de l'avoir fait. Vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation qu'on verra tous ensemble à la fin. Comme ça, Martin sera là aussi pour y répondre et donner un point de vue utilisateur de Marketplace. On est parti. Alors du coup, première partie très rapidement. Donc le cabinet de conseil pour lequel je travaille s'appelle Digital Native Group. Notre spécificité en fait, c'est qu'on développe la croissance dans les entreprises en utilisant les clés de succès des DNVB. Alors qu'est-ce que ça veut dire Les DNVB, déjà pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'acronyme, c'est les entreprises qui sont nées sur le digital, qui ont une forte vocation à créer une communauté, à avoir des valeurs fortes autour de la marque et souvent des valeurs engagées,
soit socialement, soit d'un point de vue environnemental, pardon, et qui, en fait, ont cette grosse composante digitale. De manière très concrète, ça se traduit par des boîtes que tout le monde connaît, style Le Slip Français, Cézanne, Balzac, Cabaya, Fago. Il y en a beaucoup en prêt-à-porter notamment. Et My Jolie Candle, bien sûr, dont on parlera juste après. En fait, concrètement, ce qu'on fait dans le cabinet, c'est que ce type d'entreprise, les DNVB, c'est des entreprises avec lesquelles on a travaillé énormément, qui ont beaucoup de spécificités, aussi bien d'un point de vue modèle économique, conception de produits, branding, distribution, etc., etc. Et on utilise du coup toutes leurs clés de succès pour les appliquer à n'importe quelle marque D2C, donc toutes les marques qui vendent en direct à leurs clients. Pour me présenter très rapidement, donc moi je m'appelle Laure, je suis responsable de la partie digitale chez DNG, parce que chez DNG on a plusieurs pôles d'activité, on a notamment un pôle qui s'occupe du retail et un pôle qui s'occupe plus de l'innovation et du branding, donc moi je m'occupe du digital, donc tout ce qui va être croissance sur les e-shops de mes clients et également sur la distribution en marketplace. On passe à la partie contexte et enjeux. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que actuellement, on traverse une période qui est très spécifique, notamment d'un point de vue sanitaire, mais qui a également un fort impact business, notamment sur toutes les entreprises qui avaient un réseau de distribution multicanal, donc du digital et du retail, où tout le retail est fermé. Non, c'est bon. Je lisais sur le chat qu'il y avait quelques petits soucis de son, mais ça a l'air bon. Vous me dites si jamais vous ne m'entendez plus. Donc du coup, avec ce contexte qui est particulier et qui malheureusement est un petit peu amené à durer, c'est un moment propice pour avoir une réflexion vraiment profonde sur la distribution de chaque marque, notamment sur le fait de mettre en place une stratégie omnicanal. Donc une stratégie omnicanal, c'est le fait d'utiliser plusieurs canaux de distribution sur plusieurs plateformes. Donc vous allez avoir tout ce qui va être digital, donc on en a parlé, vous avez les e-shops, les marketplaces, tout ce qui va être physique, où là vous avez la possibilité d'ouvrir une boutique en propre, de faire du pop-up, de faire du wholesale, de faire des partenariats, du showrooming, il y a plusieurs possibilités. Et aussi comment interagir les deux, comment faire en sorte que ce qui se passe pour votre marque sur le retail influence ce qui va se passer sur le digital et inversement selon lequel des deux réseaux est le plus fort et lequel a le plus de synergie à amener à l'autre. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir toucher le client dans tous ces points, ce qu'on appelle les touch points, donc tous les points où le client va être en contact avec la marque. Bien évidemment, plus le client a de touch points avec une marque, donc par exemple un site, une boutique physique, plus il aura de chances de développer déjà une relation avec la marque, d'être converti aux valeurs de la marque et bien évidemment de réaliser son premier achat puis de devenir un client fidèle pour la marque. Donc ça permet aux marques d'une part de fidéliser leur base client et d'autre part bien sûr de l'étendre et de toucher une base de clients qui va être plus large. Dans tout ça, pourquoi on parle des marketplaces aujourd'hui? Parce que les marketplaces, c'est un système de distribution qui est extrêmement agile, qui présente de nombreux avantages tels que bien évidemment la notoriété de la marketplace. Le son est nickel, qui présente de nombreux avantages tels que la notoriété de la marketplace, le fait d'avoir beaucoup de facilité logistique quand on est une marque, notamment les marques qui sont un peu en transition, soit qui viennent de se lancer, soit qui atteignent un plafond de verre sur leur canaux de distribution déjà existants, et aussi toute une expérience client qui est mise à disposition par la marketplace. Donc ça va toucher tout ce qui a trait au merchandising, à la logistique, à l'expédition et au service client ensuite. Hop. Donc ensuite, on va passer en revue le paysage des marketplaces françaises. Donc pourquoi on parle de ça? Enchantée, c'est top. Je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent et qui se présentent. Merci beaucoup. Une audience très variée. C'est top, hyper intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat également pour ça. On y répondra soit en cours, soit à la fin. Donc, du coup, ce qui est intéressant sur le paysage des marketplaces français, c'est que vous avez plusieurs marketplaces à disposition quand vous êtes une marque et que le choix de là où les marketplaces sur lesquels vous allez souhaiter distribuer vos produits est plutôt clé dans le succès que vous allez avoir sur ces marketplaces. Donc, dans les paramètres de choix qu'il va falloir prendre en compte, il y a bien évidemment un paramètre, et c'est le premier, je dirais, qui est le paramètre trafic. Donc, c'est la colonne que vous avez ici au milieu, le nombre de visiteurs mensuels, où je vous ai classé par taille de trafic les marketplaces françaises qui sont pertinentes dans un environnement D2C, DNVB, image de marque, etc. C'est pour ça que notamment, il n'y a pas la marketplace de Cdiscount qui ne fait pas partie de ce sujet et de ces valeurs. Donc, premier critère de discrimination, je dirais la taille du trafic, le nombre de visiteurs qu'une marketplace a, parce que plus le trafic est élevé, bien évidemment, plus il va y avoir de trafic sur votre environnement de marque au sein de la marketplace et plus vous allez convertir.
Pour s'assurer également de bien convertir sur une marketplace, il faut choisir une marketplace qui est en adéquation avec ses valeurs de marque. Donc là, par exemple, je vous ai mis en troisième colonne le critère de est-ce que l'entreprise est française ou non, ce qui n'est pas le cas d'Amazon, par exemple, ce qui est le cas de vente privée, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Il y a également le positionnement de la marketplace, la cible sur la marketplace. Par exemple, en dernière ligne, vous avez 24S, qui est la marketplace de LVMH qui est portée par le Bon Marché. Là, ça va être un positionnement qui va être plutôt premium. Donc, à voir. Ensuite, il y a également la typologie de produits à prendre en compte. Il y a des marketplaces qui vont être plutôt très généralistes, telles Amazon, telles vente privée. D'autres qui vont être plutôt, même si elles essayent de s'élargir de plus en plus, marquées sur des secteurs. Ce qui va être le cas de La Redoute, Zalando, Sarenza, où ça va être très mode, prêt-à-porter, accessoires, bijoux. Et La Redoute, par exemple, qui tire un peu également sur l'ameublement. Donc voilà, en gros, tout le paysage des marketplaces françaises. La particularité de la France, vraiment, c'est qu'on est un des pays sur lequel il y a le plus de marketplaces. C'est vraiment marqué en Europe, encore plus marqué aux États-Unis. Aux États-Unis, bien évidemment, il y a une dominance très forte d'Amazon. Et donc, du coup, quand on est une marque française qui souhaite se lancer en marketplace, il y a une vraie étude de marché à devoir faire sur, d'une part, la sélection des marketplaces et d'autre part, vérifier l'adéquation par rapport aux valeurs de la marque et par rapport aux ambitions et aux objectifs qui sont fixés sur cette partie marketplace. Du coup, dans la suite du webinar, on a pris le parti pris de vous faire un focus sur Amazon. Alors, pourquoi Amazon? Il y a plusieurs réponses à ça. La réponse la plus évidente, c'est parce qu'Amazon est le leader en France en termes de trafic. En fait, quand on regarde les chiffres qui sont ici, entre, par exemple, vente privée et La Redoute, Zalando, pardon, donc numéro 2, 3 et 4, la taille globale du trafic est plutôt homogène, donc on est entre 10 et 15 millions de visiteurs mensuels par mois. Amazon, on est à 153 millions de visiteurs mensuels par mois. Donc du coup, rien que sur la base trafic, il y a un énorme écart avec le reste des marketplaces et Amazon tire vraiment la tête. Donc ça, c'est le premier point en faveur d'Amazon. Deuxième point en faveur d'Amazon, c'est la diversité des produits. Parce que Amazon, contrairement aux autres marketplaces, hormis vente privée, est vraiment une marketplace qu'on appelle multicatégorielle, c'est-à-dire que vous pouvez y retrouver toute typologie de produits. Donc, vous allez avoir aussi bien des produits très historiques, style des livres, de l'électronique, mais vous avez aussi beaucoup de produits et c'est des catégories qui se développent énormément, de beauté notamment, de santé, tout ce qui va être soins du corps. Il y a aussi beaucoup d'épicerie, d'alimentation. L'habillement, c'est également un gros sujet chez Amazon. La partie décoration, maison, jouets pour enfants, c'est aussi des catégories qui sont plutôt très historiques sur Amazon. Donc, du coup, vous avez vraiment tout cet aspect multicatégoriel qui fait que vous allez pouvoir atteindre une cible très large. Troisième point en faveur d'Amazon, c'est l'expérience client. Donc, l'expérience client, on en reviendra par la suite, mais c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand on choisit là où les marketplaces sur lesquels on souhaite lancer une marque. Pourquoi? Parce qu'en fait, de la même manière que quand vous avez un site e-commerce, il faut porter une attention hyper particulière et très soignée au logisticien que vous allez choisir. C'est parce qu'en fait, le logisticien ou la marketplace, c'est eux qui vont porter votre expérience client post-achat. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui vont gérer toutes les communications écrites avec les clients, donc email de confirmation d'achat. Malheureusement, si c'est le cas, email pour prévenir s'il y a des soucis de livraison, des retards, etc. Ensuite, il y a la livraison à domicile et ensuite, il y a le service après-vente s'il y a besoin, si le produit est endommagé, s'il y a une erreur sur le produit, etc. Donc, du coup, c'est vraiment les marketplaces qui portent tout cet environnement-là et on le sait, l'expérience client après-vente, c'est un facteur tout aussi déterminant dans un critère de réachat que les facteurs pré-achat, style produit, prix, positionnement, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut apporter un grand soin au niveau du choix. Et c'est pour ça qu'Amazon, troisième point en sa faveur, est leader aussi sur cet aspect-là parce que dans les valeurs clés d'Amazon, il y a le fait d'avoir une expérience client parfaite. Donc, en fait, c'est-à-dire de pouvoir toujours satisfaire le client. Donc, c'est pour ça que vous avez notamment la livraison en 2 jours ouvrés. Vous avez également un suivi en temps réel de la commande où elle est. Il y a une attention toute particulière qui est choisie au niveau des prestataires de livraison. Donc, pour que vous ayez aussi une bonne expérience quand le livreur arrive chez vous. Et après, ça se conclut sur l'expérience en service client. Où alors là, peu importe la demande et quoi que vous fassiez, Amazon donnera toujours raison au client et ce qui permet en fait au client de se sentir dans un environnement sécuritaire quand il réalise son achat, dans le sens où il peut acheter des produits aussi bien à 10 euros que des produits à 500 euros et il sait que s'il y a le moindre souci, il ne sera pas embêté, on ne lui demandera pas de justifier, on ne lui demandera pas d'envoyer des photos, etc. Et c'est du coup un environnement hyper sécuritaire pour les clients et c'est ce qui fait que c'est ce qui explique en fait ce pic de trafic, ce volume de trafic pour Amazon versus les autres marketplaces.
c'est comme ça que la boucle est bouclée. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a choisi de vous parler d'Amazon aujourd'hui. Le prisme qu'on va adopter pour la partie suivante, c'est de vous expliquer comment Amazon s'adapte et quels avantages Amazon propose au D2C et au DNVB, pour la simple et bonne raison que j'imagine que vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'environnement merchandising d'Amazon, historiquement, n'a pas été extrêmement qualitatif. Amazon ne fait jamais partie des sites où on cite spontanément en disant que le graphisme est extrêmement beau. Et ça, c'est un problème que Amazon a souhaité résoudre parce que ça empêchait l'attractivité auprès des DNVB et des marques D2C, qui sont des marques qui, au contraire, accordent une valeur extrêmement forte à l'esthétique, à l'environnement client, au fait de pouvoir partager son univers de marque, ses valeurs, ses couleurs, sa charte graphique, etc. Donc voilà le prisme qu'on aborde dans cette partie. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, sur Amazon, je ne sais pas si certains d'entre vous sont clients ou si vous avez déjà remarqué sur le site, mais vous pouvez acheter deux typologies de produits qui sont vendus par deux entités différentes. La première entité, c'est l'entité Amazon. Donc, c'est ce qu'on appelle Amazon Retail. Donc, c'est quand Amazon achète directement des produits à des très gros fournisseurs et les revend ensuite aux clients. Donc, ça va être des très grosses marques à la L'Oréal, P&G, Bose, Apple, etc., un peu dans tous les secteurs. Et la deuxième typologie de produits que vous pouvez acheter, c'est les produits qui sont vendus en marketplace. Donc là, c'est des sociétés qu'on appelle tierces qui vendent leurs produits sur Amazon. Et en fait, Amazon a pour eux le rôle d'hébergeur des offres qu'ils vont proposer. C'est-à-dire que chaque vendeur sur la marketplace va avoir son espace de marque où il va gérer son catalogue produit, donc il choisir les produits qu'il souhaite vendre sur le site Amazon ou non, à quel prix il souhaite les vendre, les stocks qu'il souhaite y consacrer, et ensuite pouvoir paramétrer un ensemble d'éléments en e-merch, dont je vais vous parler après, je vais vous montrer comment ça se matérialise, qui permettent en fait de reproduire son environnement de marque au sein même d'Amazon pour que les clients s'y retrouvent et identifient sa marque très rapidement. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, Amazon avait d'abord commencé en étant une marketplace. Ensuite, il y a eu l'activité retail et pendant les à peu près 15-20 dernières années où Amazon a grandi, les deux activités étaient au coude à coude et ça fait quelques années que la marketplace réalise plus de volume de vente, donc en nombre de commandes. C'est-à-dire que 55% des commandes qui sont réalisées sur Amazon France sont réalisées par des vendeurs tiers, donc des vendeurs marketplace et pas par Amazon lui-même en tant que fournisseur. Donc c'est un énorme volume de vente et c'est pour ça et qui a tendance en plus à s'accroître et en volume et en proportion versus le retail. Et donc, c'est ça qui explique aussi les investissements d'Amazon pour séduire ces marques-là. Au niveau de la typologie des marques qu'on retrouve en marketplace, il y a des marques qui sont très variées en termes de taille, en termes d'objectifs et en termes de catégories de produits. Leur caractéristique commune, c'est que c'est toutes des marques qui sont des PME françaises, qui sont des D2C, donc c'est-à-dire des marques qui, avant de vendre sur Amazon, vendaient en direct leurs produits à leurs clients, et des DNVB. Donc DNVB étant une catégorie encore plus spécifique de D2C. Et donc, du coup, dernier point, c'est exactement ce que je vous disais. De par ce volume et de par la flexibilité du modèle, la notoriété, etc., Amazon engage beaucoup de moyens pour permettre la visibilité et le développement de ces marques dans cet environnement marketplace. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer concrètement ce que fait Amazon pour attirer ces marques et surtout au-delà de l'attraction, parce que l'attraction, c'est un premier point, pour en fait permettre à ces marques de partager leur environnement de marque à leurs clients. Donc, le premier élément qui a été mis en place, c'est les pages de marque. Donc, une page de marque, en fait, c'est une page qui va vous permettre de reproduire comme un mini-site au sein d'Amazon. Donc, c'est une page sur laquelle les marques vont pouvoir parler de leur univers, de leurs valeurs, de mettre en avant leurs produits. Je vais vous montrer juste après comment ça se concrétise. Et ces pages, en fait, sont accessibles sur toutes les pages produits. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur le screenshot que je vous ai fait en bas. Là, par exemple, je suis sur une page produit des Miraculeux, qui est une marque de compléments alimentaires qui est une DNVB par excellence. Et juste en dessous du titre, donc c'est le deuxième élément sur la page produit, vous avez un lien qui s'appelle « Visiter la boutique Les Miraculeux ». Et en fait, cette page de marque, vous y avez accès quand vous cliquez sur ce lien. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les pages produits d'un catalogue de la marque, il va y avoir ce renvoi vers les pages de marque. Donc là, pour continuer le parcours client, je vous ai mis la page produit des Miraculeux, donc ce à quoi on accède une fois qu'on a cliqué sur le lien. Et pour vous parler un petit peu de ces pages produits, de comment elles se composent, en fait, c'est des pages produits qui, d'une part, sont gratuites, donc vous ne payez pas en plus pour en construire. Vous avez le droit d'en faire une par marque. Donc, si vous êtes porteur de plusieurs marques, vous pouvez en faire une pour chaque marque. Et vous pouvez agencer ces pages produits comme vous le souhaitez.
Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur, vous avez un éditeur qui ressemble beaucoup à des éditeurs classiques style WordPress, Wix, c'est-à-dire que vous avez des colonnes, des lignes, et vous avez des modules et des widgets que vous pouvez agencer. Donc là-dedans, pour vous permettre d'être extrêmement flexible, vous avez la possibilité de mettre de la vidéo, de mettre du texte, de mettre de l'image. Donc là, c'est ce qu'a fait l'Immiraculeux. Par exemple, vous avez au départ la présentation de la marque. Ensuite, vous avez la présentation des différentes catégories. Ensuite, vous avez une vidéo qui explique comment sont fabriqués les produits. Donc, parce que l'Immiraculeux est une boîte qui fabrique en France. Donc, du coup, c'est hyper important pour eux de transmettre ces valeurs. Donc là, ils ont tout l'espace pour s'exprimer et pour en parler. Et deuxième caractéristique de la marque, c'est une marque qui fabrique des produits avec des aliments qui sont sains et naturels. Et donc ensuite, c'est ce que vous voyez là, les 2x4, le widget en 2x4 colonnes qui présente en fait chacun des ingrédients sous la forme d'une petite infographie. Dernier élément de la page, eux, ils ont choisi, et c'est plutôt une bonne pratique, et c'est une pratique qu'on remarque aussi sur les e-shops, d'utiliser une infographie qui présente de toutes les valeurs de la marque. Donc, que ce soit sur le pays de fabrication, sur la composition des produits, sur le recyclage, etc. Et enfin, en bas de page, vous avez par défaut des liens de partage que vous pouvez utiliser aussi dans tous vos autres leviers de communication. Donc, par exemple, si vous faites des campagnes en social, vous pouvez les utiliser, en CRM également, etc. Donc voilà à quoi ressemble une page de marque. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que le fait d'avoir une page de marque, au-delà de tous les aspects avantageux dont on a discuté, donc visibilité, expression des valeurs de la marque, etc., est un élément qui vous avantage dans votre score de vendeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon, toujours dans cette logique d'avoir la meilleure expérience client possible, évalue en permanence les vendeurs qui vendent en marketplace. Donc, il y a des critères qui sont tout à fait objectifs, tels que, par exemple, le nombre de produits qui vont être défectueux, le nombre de réponses en retard à des clients, le nombre de colis qui vont être expédiés en retard. Donc, ça, c'est des critères vraiment qui sont liés sur l'expérience, je dirais, post-achat. Et en pré-achat, il y a par exemple le fait d'avoir une page de marque. Donc, le fait qu'une marque, en arrivant sur Amazon, investisse un tout petit peu de temps, et honnêtement, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire pour faire sa page de marque. C'est quelque chose que Amazon va favoriser et du coup mettra plus facilement en avant la marque et les produits dans ce qu'on appelle le référencement naturel Amazon. Donc, c'est tout simplement quand vous êtes dans la barre de recherche. Ici, si je reprends cet exemple, si je tape complément alimentaire, ça va permettre aux produits de la marque Les Miraculeux d'apparaître plus haut dans les résultats de recherche et ce de manière naturelle. Ensuite, autre élément de mise en avant toujours des valeurs et de l'univers de la marque, ce qui s'appelle les pages produits enrichies ou également les pages produits A+, si certains d'entre vous connaissent le raccourci. Donc l'idée derrière ça, c'est de dire qu'en fait sur Amazon, la majorité du trafic est faite sur les pages produits. C'est-à-dire que c'est pas un site qui est très navigationnel, c'est un site où les gens utilisent par comportement naturel la barre de recherche, tapent le nom du produit ou la typologie de produit qu'ils souhaitent, par exemple complément alimentaire ou crème hydratante ou substitut repas pour reprendre les exemples qui sont sur cette slide, et ensuite va avoir accès aux résultats de recherche, puis cliquer sur une page produit et accès à cette page produit. Donc, ce qu'il faut savoir sur Amazon, c'est qu'historiquement, toutes les pages produits ont le même format. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez les images produits à gauche, vous avez ensuite les informations produits qui sont jugées essentielles. Donc, titre du produit, nombre d'évaluations clients et moyenne des évaluations, prix du produit et ensuite quelques informations sous bullet point. Et en fait, un des feedbacks qui a été fait de la part des vendeurs en marketplace, c'est que c'est un espace plutôt restreint pour donner des informations sur les produits, notamment sur les marques qui ont des valeurs spécifiques et qui sont vraiment des sujets à mettre en avant sur la vente des produits. Donc pour cela, Amazon a mis en place les pages produits enrichies. Donc de la même manière que pour les pages de marque, c'est un élément qui est gratuit, qui est accessible à tous les vendeurs et que vous pouvez utiliser à disposition et qui en fait va se situer en dessous des éléments clés dont je viens de vous parler sur la page produit. Donc c'est-à-dire que vous arrivez sur votre page produit, vous avez l'image du produit, le résumé avec les bullet points qui présentent les caractéristiques clés. Vous scrollez encore un petit peu et vous avez accès à toute cette page produit. Et là, le contenu est limité. Et de la même manière que sur les pages de marque, c'est un contenu qui est totalement ajustable et totalement personnalisable selon le contenu en fait que vous avez envie de mettre en avant. Donc, vous allez retrouver des blocs texte, des blocs vidéo. Vous pouvez également mettre des blocs avec des évaluations clients à mettre en avant, des infographies. Et enfin, ce que je vous ai mis en bas de la page de La Provençale, qui est le screenshot à gauche,
Vous pouvez également faire un comparatif de vos produits. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des produits qui sont dans les mêmes gammes ou dans les mêmes univers, vous pouvez tous les positionner comme ça en colonne, choisir les critères qui vont être différenciants pour les mettre en ligne et ensuite positionner chaque produit pour savoir en fait lequel répond le mieux à quel besoin et à quelle envie du client. Et ça permet au client d'avoir des éléments discriminants et factuels. Et ça permet aussi au client potentiellement de découvrir d'autres produits de votre marque auxquels il n'aurait pas forcément eu accès dans le search parce que ce n'était pas forcément des produits qu'il aurait cherché spontanément. Donc ça permet aussi la découverte et l'extension de la gamme. Et de la même manière que sur les pages de marque, pour rebondir sur ce point de référencement naturel, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir une page produit A+, ou page produit enrichie sur une page produit Amazon permet également de faire remonter le produit dans un meilleur ordre sur les résultats de recherche naturelle, tout ça étant également gratuit. Autre sujet qu'Amazon a mis à dispo pour les marques, c'est les mises en avant sponsorisées. Donc les mises en avant sponsorisées, pour ceux d'entre vous qui font déjà du search paid, donc exemple typique Google AdWords, c'est un système qui va vous être extrêmement familier. L'idée derrière ça, c'est de dire que quand on est une marque sur Amazon et qu'on démarre notamment, on n'a pas beaucoup d'historique sur Amazon, pas beaucoup d'évaluation client, pas beaucoup d'achats. Et donc du coup, c'est difficile de remonter naturellement dans les résultats de recherche, dans les premières pages, voire les premières positions. Donc, du coup, pour ça, Amazon a mis en place un système qui s'appelle les mises en avant sponsorisées et qui vous permet en fait d'acheter des mots-clés. Donc, de la même manière que sur AdWords, c'est des enchères sur des mots-clés que vous sélectionnez et qui vont permettre d'arriver plus haut dans les résultats de recherche. Donc, par exemple, là, je suis sur les baskets Veja. Donc, j'ai tapé Veja dans la barre de recherche. Si j'avais tapé, par exemple, basket femme, basket homme, basket enfant, basket made in France, etc., c'est aussi des mots-clés que la marque aurait pu acheter pour arriver en première position sur la première ligne sur les résultats de recherche. Et pour reconnaître les annonces comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon screenshot, mais c'est juste en dessous de l'image de la basket où il y a une mention en grise qui s'appelle sponsorisé. Et donc, c'est comme ça que ça a permis aux clients de savoir que c'est des mots-clés qui ont été achetés exactement de la même manière que sur Google pour que les produits arrivent en haut des résultats de recherche. Je le mentionne parce que c'est très propice pour la période actuelle. Donc, il n'y a pas que des choses négatives en ce moment. On arrive aussi de Noël, qui est une très belle période. C'est aussi un endroit parfait pour positionner ces produits sur des mots-clés qui sont ce qu'on appelle génériques, donc pas relatifs aux caractéristiques de la marque, tels que idées cadeaux de Noël. Après, il y a la Saint-Valentin, idées cadeaux fête des mères, etc. Idées cadeaux femmes, hommes, ados, enfants, etc. Et ça permet de positionner aussi ces produits là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, il y a deux types de comportements dans la barre de recherche. Il y a d'une part les gens qui arrivent en ayant une idée plutôt très précise de ce qu'ils veulent, donc ils tapent soit la marque, soit la typologie de produit, style complément alimentaire, pour reprendre cet exemple. Ou alors, il y a les gens qui sont un peu perdus et qui savent qu'en fait, en allant sur Amazon, ils vont avoir les bons produits au bon prix et une bonne expérience client derrière. Et donc là, ils tapent des choses beaucoup plus larges. Et c'est des choses qui vont être typiquement idées cadeaux de Noël, cadeaux de mariage, cadeaux anniversaire, jouets enfants, tout des mots-clés comme ça très génériques, ou vêtements à la mode, c'est aussi une requête qui est faite très souvent sur Amazon. Et du coup, c'est l'occasion idéale de se positionner là-dessus et en fait de faire découvrir sa marque au client qui, a fortiori, ne la connaissait pas à la base, et du coup d'augmenter la notoriété de la marque et de recruter des nouveaux clients. Deux choses pour ces campagnes sponsorisées. Vous avez deux options quant au contenu que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez d'une part la possibilité de renvoyer vers le catalogue de vos produits. Donc, c'est ici ce qui est fait déjà, donc c'est-à-dire renvoyer vers des pages produits. Donc, ça peut être soit des pages produits style best-seller, soit les produits en promotion à une telle date, soit des produits aussi que vous souhaitez déstocker et qui ne sont pas beaucoup achetés sur Amazon. En tout cas, de choisir des produits bien identifiés. Soit de renvoyer vers sa page de marque. Donc ça permet de recruter vraiment du trafic qualitatif sur la page de marque, d'emmener le client dans sa page de marque et de lui faire découvrir tout l'univers de la marque en intégralité. Et pour information, pour ceux qui souhaitent utiliser ce type de campagne, c'est des campagnes qui sont très pilotées. Alors, Amazon est une boîte qui est très data-driven, donc c'est forcément, enfin, les deux vont de pair. Donc, c'est des campagnes qui se pilotent en faisant des budgets jours, des enchères maximum selon les mots-clés, selon les périodes de l'année, etc. Enfin, vous avez vraiment tout un ensemble de KPI que vous pouvez maîtriser. Et vous avez ensuite des rapports en temps réel sur les performances de vos campagnes, ce qui vous permet d'ajuster les budgets, d'ajuster les mots-clés, les périodes, etc. Et vraiment de tout piloter au ROI ou au ROAS, comme c'est le cas la plupart du temps dans les rapports d'Amazon.
Autre point sur Amazon qui est important à savoir en tête, c'est que souvent, dans la chronologie une marque française, je parle, c'est de se lancer en France, d'établir de la notoriété en France, etc., de faire grossir la marque, et ensuite se pose la question de l'international. Sauf que l'international, pardon, quand on est une marque notamment qui a un e-shop, c'est un investissement qui est quand même considérable, parce que même si votre e-shop français va vous permettre dans la plupart du temps de vendre vos produits en Europe notamment, c'est pas du tout la même expérience que de proposer un site dans la langue des clients et dans la monnaie des clients. Je pense par exemple aux clients anglais qui sont en pound. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon vous permet un peu de faire un raccourci et un pré-lancement de sujets internationaux. Je m'explique. Quand vous listez vos produits sur Amazon, vous avez accès à ce qu'on appelle Amazon Europe. Donc, Amazon Europe, pour l'instant, c'est 4 autres marketplaces. Il y en a 2 autres qui sont en lancement. Donc, vous avez Amazon Angleterre, Amazon Espagne, Italie, Allemagne. Et dans les lancements, vous avez Pays-Bas qui est en train d'être finalisé et Suède pour 2021. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez créé votre catalogue sur Amazon France, vous avez des dispositifs de traduction qui sont mis à votre disposition de manière gratuite et qui vous permettent en fait de dupliquer votre catalogue dans les langues des clients et dans les monnaies des clients quand c'est pertinent dans tous ces pays d'Europe. Et en fait, ça vous permet, sans le moindre coût supplémentaire et sans le moindre temps d'investissement supplémentaire, de pouvoir tester l'appétence des clients pour ces marchés. Parce que les marketplaces ont beau être des environnements qui sont différents de vos sites, ce qu'on remarque quand même en marketplace, c'est que les grandes tendances s'y retrouvent. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, votre marque a un gros succès en Espagne sur Amazon versus les autres marketplaces européennes, c'est sûr que quand vous lancerez votre site en Espagne, il sera plus performant que si, par exemple, vous le lancez en Allemagne. Donc, ça vous permet comme ça de tester l'appétence des clients étrangers et notamment européens pour vos produits, pour votre marque, de voir s'il y a des ajustements à faire et ce, à moindre coût, moindre investissement temps et ensuite que ça vous serve en fait je dirais, d'étrier, de pas pour ensuite déterminer dans quel pays européen vous souhaitez investir, traduire le site, lancer un nouveau site, travailler avec un logisticien, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, toujours pour parler de chiffres, on a vu qu'Amazon, en termes de France, en termes de trafic mensuel, c'était 153 millions de clients. En termes de trafic mensuel en Europe, c'est 1 300 000. Donc, ça vous donne accès en fait à cette énorme base client qui est une mine d'or en fait en termes de tests et de collecte de données pour la suite du développement de votre marque à l'international. Dernier point sur Amazon et après je laisserai la parole à Martin qui viendra nous parler de son expérience, c'est la partie logistique. Donc on en a parlé au tout début, Amazon bien évidemment accorde une place extrêmement forte à l'expérience client. Et l'expérience client, une des composantes principales, c'est la logistique et la livraison des produits. Donc pour ça, Amazon vous propose d'utiliser son service logistique à lui. Donc vous restez toujours propriétaire de votre stock et vous choisissez toujours la manière dont vous vendez vos produits. Ça ne change pas, c'est le concept de la marketplace. En revanche, ce que vous faites, c'est que vous délocalisez une partie de votre stock dans un entrepôt français d'Amazon, ce qui vous permet d'avoir le badge Prime. Donc, je vous ai mis le screenshot, par exemple, là, dans la barre de recherche, j'ai tapé bougie. Et ce qu'on remarque en ayant tapé bougie, c'est que le filtre Amazon Prime, c'est le premier filtre qui est proposé. Avant même d'avoir des filtres de prix, de marque, de moyenne d'évaluation client, c'est vraiment le premier filtre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un filtre qui est utilisé systématiquement par tous les clients Prime d'Amazon et que les clients Prime sont la base de clients d'Amazon qui sont les plus fidèles, les plus réacheteurs et les plus nombreux. Donc, c'est vraiment une clientèle qu'on a envie de toucher quand on vend ses produits sur Amazon. Donc, ça vous permet d'avoir ce badge Prime qui concrètement assure au client d'avoir la livraison de son produit en 48 heures, en 2 jours ouvrés. Ce qui est hyper important, et je fais le lien avec la slide précédente sur la partie internationale. Une des grosses difficultés pour les marques quand elles se lancent à l'international, ou en tout cas un gros sujet, c'est la partie logistique. Parce qu'il faut trouver un logisticien, on ne connaît pas les boîtes de la même manière qu'en France, il faut les approcher, les deviser, etc. Enfin, c'est un gros travail. Là, l'avantage d'Amazon, c'est qu'en stockant votre stock en France, vous avez aussi la possibilité de l'expédier à tous les clients européens. Donc, c'est-à-dire que votre stock ne va pas bouger, il va rester dans l'entrepôt français dans lequel il est. Et si, par exemple, j'ai un client italien qui achète sur un marketplace italienne, son produit, le produit va lui être livré directement depuis la France en 3 jours ouvrés. Donc ça, c'est l'énorme avantage, c'est que ça vous permet d'avoir la même logistique et le coût est quasiment similaire, ça se joue à moins de 10 centimes à la logistique française. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper avantageux et qui est extrêmement dur à reproduire pour d'autres logisticiens. Et le deuxième avantage de ça, et j'en parle parce qu'il est non négligeable, c'est qu'en fait, quand vous vendez vos produits sur Amazon, une des règles d'Amazon, c'est que vous assuriez le service client en termes d'échange. Donc, par exemple, si un client dit mon produit, par exemple, ne me satisfait pas ou il est arrivé cassé, est-ce que je peux être remboursé, est-ce que je peux avoir un autre produit de la marque, c'est à vous de lui répondre.
sauf quand vous utilisez la logistique Amazon. C'est Amazon qui se charge de cette partie-là. Et du coup, l'énorme avantage, c'est qu'Amazon le fait dans tous les pays, dans toutes les langues. Parce que autant c'est quelque chose qui est gérable en France, qui prend du temps, mais qui est gérable, autant c'est extrêmement difficile d'avoir une personne en interne pour une marque qui parle 5, voire 6, voire 7 maintenant langues en Europe pour répondre aux services clients. Donc, c'est un point que je souhaitais mentionner. Et dernier sujet sur la logistique, je l'évoque parce que ça concerne peut-être certaines marques. La logistique d'Amazon vous permet aussi d'expédier les produits qui vont être vendus sur d'autres marketplaces françaises. Donc, exemple concret, vous vendez vos produits par exemple sur Amazon et sur, je ne sais pas, La Redoute. Pour ne pas dispatcher votre stock partout et avoir vraiment un stock unifié marketplace, vous pouvez envoyer votre produit dans un entrepôt Amazon et ensuite le client La Redoute qui passera commande sur La Redoute recevra le produit qui lui aura été expédié depuis l'entrepôt Amazon. Ça vous permet d'avoir ce stock unifié, d'avoir la garantie en fait que l'expérience client sera satisfaisante et d'avoir ainsi une performance facile et très efficace sur toutes les marketplaces européennes, enfin françaises notamment. Et après, c'est valable en Europe et c'est aussi valable pour les entreprises qui souhaitent se lancer aux États-Unis. Donc voilà pour la partie logistique. Donc je vous ai parlé beaucoup d'Amazon. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à les poser sur le chat. Et maintenant, je vais laisser la parole à Martin. Je ne sais pas si Martin est déjà là. Martin qui va venir nous parler, donc qui travaille chez My Jolie Candle. Je ne sais pas si vous connaissez tous la marque My Jolie Candle, c'est une marque donc française qui a été créée il y a à peu près 4 ans, qui vend en fait des bougies qui sont fabriquées en France avec des produits qui sont soigneusement choisis. Les parfums, les parfums sont élaborés à Grasse notamment. Et en fait, la particularité de la marque, c'est que c'est le petit côté hyper sympa et très différenciant. C'est que dans chaque bougie, vous avez un bijou qui se cache. Donc, c'est un produit qui est idéal pour faire des cadeaux. Donc, tout ce qui va être Noël, fête des mères, Saint-Valentin, c'est le genre de période commerciale qui est parfaite pour cette marque parce que vous avez cet effet waouh, cet effet surprise et le fait d'offrir 2 cadeaux en un, d'avoir une bougie qui est hyper qualitative, qui dure longtemps, qui a un packaging soigné, etc. Et d'avoir ce bijou ensuite qui est découvrable dans la bougie. Hop, je ne sais pas si Martin est déjà là. C'est bon, je suis là. Ah bah parfait Martin. Je viens juste, merci de nous rejoindre. Je viens juste de présenter My Jolie Candle et je ne voulais pas te spoiler pour la partie présentation de toi-même. Donc je te Ouais, laisse pas de tout à souci. fait la parole. Mais bonjour à tous. Désolé pour la casquette, c'est pas, c'est que sans coiffeur en ce moment c'est compliqué, donc je mets cette casquette. Sinon, ben, t'as très bien présenté la marque. Globalement, on évolue pas mal sur nos produits. On essaye de vendre aussi d'autres produits aujourd'hui, des produits des bougies plus classiques. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour la présentation de la marque. Et moi, mon rôle, ben, j'ai rejoint My Jolie au tout début. Du coup, on a passé par pas mal d'étapes de développement, de façon de travailler, de façon de voir les choses dans le e-commerce et notamment avec Amazon d'ailleurs. On a changé très souvent notre fusil d'épaule. Et du coup, aujourd'hui, ben, moi, je m'occupe un peu de la partie développement de nouveaux business pour MyJolie. Donc, on essaye d'aller voir ce qu'on peut proposer à nos clients ou via quel canal on peut aller vendre nos produits pour augmenter le chiffre d'affaires ou en tout cas pérenniser l'entreprise. Donc, voilà. Super, merci beaucoup Martin. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup Amazon. Donc il y a plusieurs éléments dont on aimerait discuter. L'idée c'est que tu nous parles un peu de la trame, donc comment ça s'est passé concrètement pour vous, pourquoi avoir pris la décision de vendre déjà en marketplace, ensuite sur Amazon. Est-ce que vous avez adopté une stratégie? Comment vous êtes organisé en interne? Enfin, je te laisse commencer et si tu as besoin, n'hésite pas, j'ai des questions très précises pour toi. Ok. Ben sur Amazon, on a vraiment fait plusieurs lancements, on va dire, différents sur Amazon. On a commencé la première fois, je crois que c'était vraiment limite la première année ou alors peut-être la deuxième, on avait commencé en expédiant nous-mêmes les produits qu'on vendait via Amazon, donc en marketplace. Et c'était nous, enfin c'était notre logisticien qui se chargeait de l'expédition des produits. Ça a été une expérience catastrophique pour nous. C'était en décembre du coup, donc notre période très forte qui est Noël. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que les commandes à Amazon ont explosé. Donc, on va dire que ça, c'est plutôt le point positif. Ça a fonctionné pour nous. Sauf qu'en fait, notre logisticien n'a pas du tout réussi à suivre entre Amazon plus nous, notre activité de site e-commerce. Parce Ça qu'on faisait est trop de e-commerçant à la volume. base. Ouais, ouais c'est ça, exactement. Mm. Donc, vraiment trop de volume. Et donc, notre logisticien n'a pas tenu. Du coup, on n'a pas
tenu les engagements d'Amazon et Amazon est très strict là-dessus et du coup on nous avait mis un strike à l'époque. Je crois qu'on avait été banni pendant quelques semaines et après quelques discussions, on avait réussi à retrouver la voie d'Amazon, mais ouais, c'était pas une très bonne expérience. Mais en tout cas, on avait pu quand même remarquer qu'il y avait un moyen de faire quelque chose sur Amazon. Du coup, ensuite, on s'est préparé totalement différemment. Et justement, la deuxième étape, ben, ça a été d'intégrer la version, comme tu me disais tout à l'heure, Laure, la version avec Prime, du coup, où le stock est chez Amazon. Ben, il y a beaucoup d'avantages à ça. Il y en a aussi quelques inconvénients, mais le gros avantage, c'est de pas gérer toute cette partie expédition, qui est un gros point noir. C'est que moi, avant MyJolly, j'avais aussi une expérience avec Amazon Marketplace, et à chaque fois, ça a été très, très, très difficile de gérer Amazon quand c'était pas eux-mêmes qui expédiaient, quoi. Mm. C'est-à-dire que d'une, on perd enfin une bonne partie, je pense, des clients potentiels qu'on pourrait recruter via Amazon ou en tout cas acquérir via Amazon, parce que bah, il y a beaucoup de clients qui sont Prime et du coup, bah, si le produit est pas Prime, globalement, ils ont un peu la flemme d'acheter, quoi. Et, et en plus de ça, ben, on apporte un vrai service supplémentaire en proposant le Prime. Nous, en tout cas, on n'est pas capable aujourd'hui, en tant que e-commerçant, d'offrir la livraison en chronopost en un jour. Et alors qu'Amazon ben, le fait à ses clients-là. Et du coup, c'était une des vraies décisions. Enfin, pourquoi on a décidé vraiment de rester sur Amazon pour cette deuxième expérience, c'était de se dire, nous, on peut pas offrir une expérience aussi express en termes de livraison à un coût aussi faible à nos clients. Du coup, surtout nous, on est une marque cadeau. Du coup, ben, les gens qui veulent acheter une bougie au dernier moment, soit ils viennent chez nous, mais ils payent 10 euros la livraison en chronopost et du coup, en fait, ils viennent pas. Ou alors, enfin, il y en a pas beaucoup qui viennent. Soit ils vont chez Amazon et là, ils vont avoir la livraison gratuite. Donc c'était un peu ça notre vision. Après, ce qu'on a fait pour empêcher que Amazon soit aussi un trop gros concurrent entre guillemets de notre marque et de notre site e-commerce, c'est qu'on a augmenté un petit peu les prix sur Amazon. On a rajouté 5 euros sur notre produit qui à la base ça dépend, mais en gros, on vend les produits entre 30 et 40 euros en moyenne. Donc, on a fait plus 5 euros sur chacun de ces produits-là. Et l'objectif de ça, c'était d'enlever un peu l'attractivité d'Amazon. C'est-à-dire que si une personne, elle veut acheter qu'une bougie et se faire livrer rapidement, ben, c'est à peu près toujours, enfin, c'est toujours très rentable pour elle. Mais par contre, si elle va acheter une, deux, trois bougies, ben là, ça vaut plus trop le coup. Ça vaut plus trop le coup d'acheter chez Amazon. Il vaut mieux acheter chez MyJolly directement. Et puis ça vous permet, je me permets de t'interrompre, mais Ouais, aussi d'absorber la commission parce qu'en oui. vendant en Marketplace, il y a une commission et aussi ce dont on n'a pas parlé, mais quand vous avez, quand des produits sont vendus sur Amazon en livraison Amazon, les livraisons est offerte. Donc ça permet aussi souvent, c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de marchands de répercuter ces deux frais et de les intégrer en fait dans le prix de vente. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, la marge, enfin, nous, en tout cas, on est une DNVB, et du coup, les marges, elles sont pas faramineuses, et donc, on peut pas se permettre, en gros, d'avoir Amazon sur une vente, nous, avec un panier moyen à 40 euros, en tout cas, les frais de livraison et les frais, je crois que c'était 15% à peu près Ouais. de frais, ben, c'est intenable pour nous si on reste au prix initial, donc on est obligé, en effet, pour absorber cette augmentation des frais pour nous d'augmenter le tarif également. Ouais. Voilà, pour cette première expérience, cette deuxième expérience plutôt du coup où on était en prime, bah, ça, on a eu un Noël qui a cartonné. On a fait des chiffres assez incroyables et Amazon a bien aimé travailler avec nous. Du coup, bah, on a eu beaucoup de chance. Nous, on a été mis en avant dans une publicité à la télé par Amazon. Donc ça, c'est un petit sign, on va dire que c'est un peu tombé du ciel. On n'est pas parti pour Amazon là-dessus, mais c'était plutôt une très bonne nouvelle. Et donc mais on a continué assez différemment au final. On a un peu réduit l'offre. On l'a précisé on avait fait un test. Je l'ai passé rapidement. On avait fait un test alors, en vraiment mettant pas tout notre catalogue, mais beaucoup plus de références. On en mettait vraiment toutes nos bougies bijoux, certaines bougies sans bijoux également, nos boules de bain, etc. Donc ça représentait vraiment, on va dire 70% de notre catalogue. On avait gardé quelques références chez nous qu'on voulait pas donner à Amazon, qui étaient un peu nos références très trendy et qui était un peu notre image de marque, c'était nos bougies Astro, etc. Pour Les s'il y a éditions certains qui spéciales, ouais. connaissent. Mm. Voilà, c'est exactement l'édition spéciale ou limitée, sans le garder chez nous, mais on avait quand même mis quasiment tout le reste. Et au final, du coup, à la suite de cette année-là, on a décidé de restreindre un peu l'offre pour vraiment proposer un petit peu je sais pas comment dire, il y a certains marchands qui font, enfin, certains restaurants, etc., qui font ça aussi aujourd'hui sur Deliveroo, qui mettent leurs deux ou trois top sellers, qui mettent sur Deliveroo, en augmentant le prix aussi d'ailleurs, c'est la même chose au final.
Et par contre, ils mettent pas tout le reste pour plusieurs raisons, sûrement pour faciliter leur travail sur Deliveroo. Nous, c'est aussi ça, c'est faciliter la livraison à Amazon et également pour garder une sorte d'exclusivité à venir chez MyJolly parce que si tu as tout chez Amazon, ils sont tellement forts d'un point de vue livraison et même service client, les clients ils sont tellement confiants quand ils achètent chez Amazon qu'en fait sinon ils vont tout acheter chez Amazon. Et nous, c'est pas du tout notre but. D'une parce qu'on a envie aussi d'obtenir de la data sur nos clients pour pouvoir les travailler, pour pouvoir faire justement de la rétention derrière, etc. Et de deux, parce que on a aussi envie de garder des marges plus élevées que celles qu'on a en passant par Amazon, quoi. Du coup, sur cette dernière étape, en gros, c'est sur on est à peu près sur cette même méthode actuellement. On a Mm. vraiment mis on va dire 10-15 best-sellers. Enfin, pas forcément best-sellers d'ailleurs, mais 10-15 références en tout cas qu'on a décidé de mettre sur Amazon et qui tournent sur toute l'année, quoi. Et après les dernières étapes qu'il y a eu en développement, on a ouvert pas mal de marketplaces européennes, mais en restant, en participant pas, je sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, Laure, mais en ne participant pas au programme pan-européen. Oui. Euh, Nous, on fait J'en ai pas. pas parlé rapidement. Le programme pan-européen, c'est un Ok. programme qui permet en fait d'expédier en 2 jours ouvrés au lieu de 3 dans toute l'Europe, avec des avantages notamment fiscaux, mais qui a aussi des contreparties en alors version extrêmement résumée, où notamment ça implique de stocker son stock dans tous les pays d'Europe, d'avoir des numéros d'immatriculation à TVA, et c'est un programme qui est plutôt récent chez Amazon. Et à date, pour un vendeur comme My Jolly Candle, il n'y avait pas de grosses différences commerciales à expédier en Europe en 3 jours au lieu de 2. Et par contre, les coûts et les démarches administratives engendrées n'étaient pas encore assez intéressantes par rapport à l'opportunité business. Ouais, exactement. Donc on n'a pas fait cette partie-là, mais on est quand même vendu sur les marketplaces espagnols, des Pays-Bas, je crois maintenant, etc. Ouais, Bon, Allemagne, le Italie, chiffre, UK. Ouais. oui, c'est ça, exactement. Donc le chiffre d'affaires il est assez faible, mais ça permet en fait, ça nous coûte pas plus cher qu'en fait de le faire, et du coup, ça aussi, ça nous permet de voir peut-être, on espère peut-être voir, je sais pas, le Pays-Bas décoller un petit peu, enfin, en tout cas décoller tout en étant raisonnable, mais en voyant des petites commandes arriver, et se dire bon, mais il y a peut-être quelque chose à aller faire aux Pays-Bas, et donc pourquoi pas aller tester des pubs en direct sur ce pays-là via Facebook ou autre pour tester ce marché un peu plus sérieusement. Mm. Voilà pour notre historique sur Amazon. Après, j'ai pas détaillé toutes les difficultés qu'on a pu avoir, etc. sur Amazon. Donc, je sais pas si j'enchaîne là-dessus. Moi, j'ai une petite question juste avant Ouais. ça, savoir sur l'organisation. Est-ce que vous avez pris des mesures, par exemple en interne, parce que mine de rien, vendre sur Amazon ou en marketplace en général, c'est quelque chose qui prend du temps, sur lequel il faut un peu former les équipes sur certains sujets. Comment vous êtes organisé? Alors là, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais en gros, maintenant, My Jolly Candle travaille avec nous. On opère la gestion opérationnelle de leur marketplace, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, un peu nous parler de tout ça. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous d'un point de vue orga? Ouais. C'était moi qui gérais. J'étais à peu près tout seul à le gérer sur Amazon. Du coup, ce que ça implique, en fait, c'est surtout que c'est beaucoup de petits problèmes en permanence à gérer. Il y en a beaucoup. Ça va être des problèmes au moment de la livraison, ensuite des problèmes avec des clients qui ont eu des problèmes. Enfin, s'il y a eu la logistique qui a fait une erreur de préparation de commande, du coup, c'est à nous de gérer. Enfin, si notre logisticien a fait une erreur quand il a envoyé des produits, c'est à nous de gérer. Au niveau des pubs, c'est pas toujours facile non plus à gérer, en tout cas pas toujours très compréhensible ce qui se passe. Les account managers Amazon, on en a eu une fois qui était très présent, qui nous a beaucoup aidé, mais globalement après je pense ils doivent avoir beaucoup de comptes et du coup ils sont pas ultra Mm. présents, même pour des clients qui marchent pas trop mal. Du coup, en fait, on est un petit peu laissé assez solo dans cette aventure et du coup, quand ça se passe bien, on va dire ça va, mais dès qu'il y a un petit couac ou quelque chose à régler qui est assez important, ça devient tout de suite quasiment impossible. Enfin, il faut vraiment se donner à corps et âme dans le projet pour que ça avance. Du coup, on a eu pas mal de différentes étapes, notamment là, je pense au développement de nos fiches produits. Je crois Mm. que j'ai entendu que tu en parlais tout à l'heure. Tu parlais des fiches produits. Moi, je l'appelais ça A+, mais je crois que tu as dit un Ouais, autre mot, toi. il y a les deux. C'est Les, page A plus ou page produit enrichi. voilà, ces pages-là, par exemple, nous, c'était ultra important pour nous parce qu'on n'est pas un produit classique, on n'est pas, Mm. je sais pas, un t-shirt ou un sac à dos classique, donc il n'y a pas besoin forcément d'une tonne d'explications. Et encore, ça vaut toujours le coup d'avoir, je pense, une page enrichie. Mais nous, pour nous, c'était capital. Et du coup, toute cette partie-là, par exemple, on pouvait pas le faire nous-mêmes, quoi. En interne, on n'a pas de compétences, des compétences-là. Et du coup, on est passé via une agence pour faire ça à l'époque.
Pareil pour les publicités, etc. En fait, petit à petit, on s'est rendu compte que si on voulait passer à la step supérieure, ou en tout cas mieux gérer notre activité Amazon, qui avant était un peu en roue libre et ça marchait bien parce qu'on va dire on était chanceux d'avoir un produit qui fonctionnait bien sur Amazon et qui était livré ultra rapidement et qui était un cadeau, etc. On avait cette chance-là et du coup on pouvait le laisser un peu tourner et ça marchait pas trop mal. Mais en fait, au moment où on a voulu un peu plus gérer gérer ce qui se passait quoi un peu sur sur Amazon et toutes les problématiques associées, ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas trop possible, en tout cas au vu de notre organisation en interne, quoi. On est une petite équipe, on a des missions assez prenantes, etc. Et du coup, il n'y avait pas la place de rajouter ce projet Amazon, qui certes est important en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, et qui a baissé un petit peu au fil des ans parce qu'on a eu une stratégie un peu différente, mais qui est pas le cœur de notre business, quoi. Notre cœur de business, c'est de développer la marque My Jolly Candle et les boutiques qui vont avec, etc. Et c'est pas forcément de développer notre présence sur Amazon. C'est pas en tout cas, c'est pas la mission principale de nos équipes. Et donc, on a décidé de le passer aujourd'hui à DNVG, pardon, pour cette gestion-là, quoi. Oui, pour vous, c'est vraiment une source de revenus additionnelle, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. D'ailleurs, c'est le mot additionnel, on a du mal à le définir exactement. On ne sait pas si c'est vraiment du revenu. Enfin, on n'est pas sûr à 100% que le revenu qu'on génère sur Amazon est vraiment du revenu additionnel. C'est d'ailleurs sûr que c'est pas à 100% du revenu additionnel. C'est sûrement des revenus qu'on aurait fait via notre site, mais que Amazon est venu entre guillemets cannibaliser parce qu'on accepte ça. Mais en tout cas, on se dit qu'on arrive quand même à recruter des clients sur Amazon. Alors, on n'a pas, malheureusement, on peut pas le chiffrer, on peut pas se dire ben, j'ai fait 10 000 commandes l'année dernière. Sur ces 10 000, j'en ai 5 000 que j'aurais jamais faites si j'étais pas chez Amazon. En vrai, on n'en sait rien, on a essayé de faire sans Amazon à une époque. Je l'avais pas dit tout à l'heure, on avait fait une pause d'Amazon pendant 6 mois, ouais, 6 mois, un an à peu près. Au final, on n'a pas vraiment trouvé de réponse non plus en arrêtant, et donc on est reparti dessus en se disant bon, ben on aura pas notre réponse. On va dire on prend pas le risque de s'enlever cette opportunité ou que ou que la place soit prise par un concurrent qui pourrait arriver dessus et voilà, inonder la marketplace, avoir des milliers d'avis alors que nous, on reviendrait avec deux, trois avis et du coup, on serait totalement à la ramasse. Et donc, on s'est dit, on va re-y aller en mettant un catalogue beaucoup plus réduit, en contrôlant un peu plus les choses et surtout en contrôlant la marge qu'on effectue sur Amazon. Parce que Mm. c'est ça qu'il faut faire, il faut vraiment faire attention à ça, c'est que très vite, on peut en fait, à la fin, on se rend compte qu'on gagne plus grand chose si on a les pubs qui dépensent beaucoup, si on fait pas attention aux frais Amazon notamment, etc. Il faut vraiment faire vraiment très attention à ce qui se passe via Amazon parce que enfin, ça peut vite partir en sucette, quoi, globalement, en termes de rentabilité par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur nos canaux en propre, quoi. Non, ouais, c'est une activité qui doit être suivie quasiment quotidiennement pour justement s'assurer du niveau de rentabilité. Très Mm. clair. Merci beaucoup, Martin. Je vais juste ajouter un dernier point et ensuite on passera aux questions parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le chat sur la Ouais. partie que tu as soulevée et qui est hyper intéressante et qui est une inquiétude, je dirais, de tous les vendeurs qui se lancent sur Amazon, qui est de la partie cannibalisation potentielle avec un e-shop ou avec du retail ou avec d'autres marketplaces, etc. Alors ça, pour le coup, effectivement, c'est une donnée qui n'est pas mesurable au niveau vendeur. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que pour le coup, je ne l'ai pas précisé dans ma présentation, mais je travaillais chez Amazon avant. Et c'est une étude qui est faite par Amazon tous les ans sur la moyenne des vendeurs de la marketplace. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, enfin en moyenne, Amazon rapporte 92 sur la totalité des clients qui achètent sur Amazon, 92% sont des clients qui n'auraient pas acheté sur le site de l'e-commerçant avant. Donc, il y a effectivement une petite proportion de cannibalisation qui est les gens qui soit comparent le délai de livraison, souvent dans des périodes un peu de rush comme Noël, etc., ou soit des gens qui ont un compte Prime et qui ont envie de le rentabiliser. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est que Amazon, sur son volume de vente, apporte 92% de nouveaux clients, et ce qui est une part énorme, et c'est vraiment une source de visibilité dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que pour le coup, c'est Ok. un sujet qui est discuté par beaucoup de vendeurs, parce que avant de se lancer sur Amazon, c'est une information qu'on n'a pas forcément, et une fois qu'on est sur Amazon, c'est une information qu'on ne peut pas avoir et qu'Amazon ne communique pas. En revanche, cette étude est faite tous les ans sur la totalité des vendeurs marketplace, et là, ce chiffre, en général, il oscille entre 90 et 93. C'est un peu les tendances des 5 dernières années, donc c'est vraiment une grosse part de nouveaux clients.
Ok. Moi, je dirais que ça Voilà. dépend pas mal quand même de la marque. Je suis pas. Je pense qu'un distributeur plus classique qui vend des produits classiques, enfin classiques en tout cas qui sont retrouvables ailleurs. Je pense en effet, on va peut-être s'approcher de ce type-là de pourcentage de 90-92. Pour nous, en vrai, si c'est 90-92, j'en doute. Et si c'était le cas, on aurait encore plus acté là, on aurait plus encore plus poussé sur Amazon, je pense. Mais pour les marques pures comme nous, c'est-à-dire qui sont vendues que via nos canaux ou via Amazon en gros. Je pense que c'est un peu moins que ça, mais oui, c'est sûr qu'Amazon apporte des clients, ça c'est évident, notamment avec les sponsorisés, etc., sur des requêtes un peu plus larges. Nous, par exemple, bougies, etc., on essaye en tout cas Mm. de se battre dessus. Mais après, c'est difficile ouais, de mettre. Enfin, je doute du 92%, en tout cas pour nous, ça m'étonnerait, mais je Ouais. crois qu'au global, c'est possible. Ouais. Ouais, ouais. Et après, c'est un chiffre qui aussi dépend de la stratégie. Comme tu l'as dit, vous n'avez pas tous vos produits sur Amazon, etc. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte. En tout cas, c'est vraiment une crainte à pas avoir en tête. Mm. Je vais raccourcir un tout petit peu parce que je suis désolée, Martin, on dépasse du temps. Il y a Ouais, quelques petites questions. Est-ce que tu as un pas de petit mot souci. de la fin à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour globalement Je pour crois toi? que c'est tout. Juste le dernier point que je dirais, c'est qu'Amazon, c'est bien, mais par contre, il faut vraiment être il faut être prêt à être solide au niveau de la logistique. Si c'est déjà tendu pour vous chez votre logisticien pour toutes les commandes qu'il doit préparer, etc. Même, enfin, ne serait-ce que pour la préparation des commandes à livrer ensuite chez Amazon, c'est vraiment compliqué. Donc faut être au courant que c'est pas une partie de plaisir de travailler, enfin, de livrer à Amazon plutôt. Voilà. Tu dis ça parce que tu es en train de le vivre cette semaine? Exactement, ouais, on est en plein dedans et enfin, c'est compliqué. Après, on sait que ce qu'on livre chez Amazon en général, c'est vendu, donc c'est motivant, mais c'est pas facile, mais c'est vraiment pas facile comme étape Ouais, de l'activité, quoi. surtout que cette année, il y a eu pas mal de contraintes liées au confinement, au Covid et aux règles sanitaires. Donc, c'est effectivement un sujet à prendre en compte et un sujet en tout cas à discuter fortement et dans les détails avec son logisticien avant de démarrer une vente en marketplace. Ouais, tout à fait. Super. Bah écoute, merci beaucoup Martin pour ton temps. C'est hyper intéressant. Soit tu restes pour les questions, soit je te libère. Je sais que la période là, on est en plein Q4 et un peu chargée, donc comme tu le souhaites. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à distance Avec et plaisir. merci beaucoup pour ton temps. On va passer Merci. à la partie questions. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le chat, notamment des questions sur la traduction. Est-ce que la traduction est automatisée ou est-ce que on doit faire soi-même la traduction? Donc, les deux réponses sont possibles. En fait, Amazon, à partir du moment où vous souhaitez vendre vos produits en Europe, va vous mettre dans une file d'attente pour avoir vos produits qui soient traduits par leur logiciel de manière automatique. Donc, c'est quelque chose qui est gratuit mais qui, en fonction du volume de demande, peut prendre juste un petit peu de temps. En général, le maximum, c'est un mois. Donc, il y a cette option automatisée. Et si vous ne souhaitez pas attendre ou si vous souhaitez avoir des traductions, je dirais, qui sont faites par quelqu'un de native versus par un robot, qui est très qualitatif, mais ça remplace quand même pas l'humain, vous pouvez vous-même soumettre vos traductions et qu'elles soient utilisées sur Amazon et auquel cas, elles seront jamais soumises dans l'outil de traduction automatique. J'ai une question aussi sur les mentions légales par pays. Qui est supposé les checker, le fournisseur ou Amazon? Alors, et je vais en profiter pour faire la réponse sur le contrôle du prix. En fait, quand vous vendez en marketplace, en tant que vendeur, vous êtes responsable de tout le contenu que vous mettez en ligne. Donc, c'est-à-dire que vous choisissez le nombre de produits que vous mettez en ligne. Donc, par exemple, comme ce dont Martin vient de parler, est-ce que vous mettez l'intégralité de la gamme ou que les gammes, par exemple, récurrentes et pas les éditions spéciales? Donc, ça, c'est un choix à faire. Vous choisissez bien évidemment le prix auquel vous les vendez. Donc, que ce soit le prix de base et le prix promotionnel éventuellement si vous souhaitez faire des promotions dans l'année. Et vous choisissez dans quel pays vous les vendez. Donc, par exemple, c'est le cas notamment des compléments alimentaires. On en a beaucoup parlé, mais c'est un produit qui se vend pas si facilement que ça en Europe et il faut bien vérifier les législations. Donc, Amazon a ce que je dirais a mis en place ce que j'appellerais des garde-fous. Donc, c'est-à-dire que pour certains produits, notamment tout ce qui va être nutrition sportive, par exemple, j'en parle parce qu'on travaille avec Feed et que c'est un cas. Dès que le moment où vous souhaitez vendre vos produits à l'étranger, Amazon va vous demander si vous avez les autorisations de les vendre. Donc, il y a un peu ce garde-fou. Mais sur certains produits qui sont plus limites, par exemple des produits d'épicerie, c'est à vous de contrôler si vos produits sont éligibles à la vente dans les autres pays européens ou non, sachant que dans le pire des cas, la sanction, c'est que vos produits soient retirés de ce pays-là. Donc, il y a juste l'investissement de les avoir mis en ligne, mais en tout cas, c'est à la marque de s'assurer de ça. Donc le prix, on en a parlé. Pas de souci pour le clavier allemand, Quentin.
Donc, contrôle de prix en marketplace, ça c'est bon. Sur la structure des coûts en marketplace. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, quand vous vendez vos produits en marketplace, vous avez une commission qui s'applique sur le chiffre d'affaires. En général, elle est aux alentours, pour toutes les marketplaces françaises, de 12-15% dans ces eaux-là, hors taxes. Et sur Amazon plus particulièrement, vous avez le sujet de la livraison. Donc, si vous utilisez la logistique Amazon, la livraison va être gratuite pour les clients. Et donc, du coup, c'est ce dont parlait Martin. Souvent, c'est un frais qui est intégré par le vendeur dans son prix de vente pour un peu répercuter ce frais. Sachant que toujours, que ce soit la commission ou le frais de logistique, vous avez la vision du montant à l'avance par produit et selon votre volume de vente estimé. Donc, pour reprendre le détail sur la partie logistique notamment, c'est un frais qui est calculé en fonction du pays d'envoi du client et en fonction du poids de votre produit. Donc, vous avez une grille tarifaire et comme ça, vous pouvez avoir la valeur. Et ensuite, Amazon vous fait une estimation selon le volume de vente qui est prévu pour les mois suivants. Et autre élément à rajouter dans votre structure de coût, mais ça de la même manière que sur un site e-commerce, c'est par exemple les dépenses d'acquisition si vous faites des campagnes sponsorisées. Donc, c'est des campagnes qui ont un coût, bien évidemment, vu que c'est des enchères. Donc, c'est un coût par clic que vous pilotez au ROI, que vous pouvez arrêter, modifier, augmenter, réduire à tout moment. Mais en tout cas, c'est un coût à rajouter dans votre structure de coût qui remplace a priori les frais d'acquisition et les dépenses en campagne search et paid, search et social paid, pardon, que vous avez sur votre site normalement. Et dernière question d'Anthony, pourquoi j'ai écarté ces discounts de la slide 9? Donc la slide 9, c'était le panneau, enfin le paysage des DNV, des marketplaces françaises. C'est parce qu'en fait, ce dont je vous ai parlé sur cette slide, c'est le fait de choisir avec attention la marketplace, d'une part sur le volume de trafic, mais aussi avec les valeurs qui sont en adéquation avec la marque. Et pour le coup, pour les clients avec lesquels nous, on travaille, donc c'est cette vision-là que je vous ai partagée, Cdiscount est une marketplace qui ne correspond pas avec les valeurs des marques, dans le sens où c'est une marketplace où tout s'oriente par le prix, dans le sens promotion. Donc, dans le sens avoir du discount tout le temps, faire de la promo en permanence, etc., etc. Et de surcroît, c'est une marketplace sur laquelle les marques n'ont pas la possibilité d'exprimer leur valeur de marque, d'avoir un environnement e-merchandisé qui leur soit propre, etc. Donc, nous, en tout cas, pour nos clients qui sont des D2C et des DNVB, c'est des marketplaces qui sont exclus et qui collent pas, en fait, avec leurs images et leurs objectifs. Top. J'avais juste une dernière petite slide à vous montrer. J'en ai pas parlé avec Martin. Martin a mentionné le fait que Amazon les avait mis dans une pub télé. En fait, Amazon, dans toute la logique que je vous disais de mise en avant des sociétés marketplace PME françaises, a fait des mises en avant récentes sur les produits qui sont made in France. Donc, c'est les screenshots que vous avez là, qui sont notamment sur la page d'accueil pour vraiment mettre en avant ça et aller contre l'image d'Amazon qui est souvent donnée de géants américains, etc. Alors que c'est pas le cas quand on regarde la répartition des ventes et ce que recherchent les clients sur le site. Et donc là, en l'occurrence, il y avait un portrait de Sam, qui est le fondateur de My Jolie Candle, avec une description, l'histoire de la marque, etc., qui était sur la page d'accueil d'Amazon. Donc, je vous le montre rapidement. En tout cas, c'était un point visuel dans le sens Amazon soutient les PME françaises. Et enfin, donc les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a un peu dépassé le temps, mais il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis en toute dernière slide mes coordonnées. Donc, si vous avez des questions, des sujets dont vous souhaitez discuter plus en particulier sur la marketplace, vous allez recevoir cette présentation par mail dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On en discute plus en détail. En tout cas, il n'y a plus l'air d'avoir de questions, donc je vous remercie tous pour votre temps, pour votre attention. Je suis désolée, on a un tout petit peu dépassé le temps. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.